le système de l'équilibre, c'est un système complexe dans lequel beaucoup de structures interviennent, dont l'oreille interne, vous le savez, mais c'est loin d'être la seule. Alors, la ligne du haut, vous avez toutes les structures qui apportent les informations au système. Quelles sont les informations nécessaires pour qu'on tienne debout? Principalement la vision, le vestibule, donc l'oreille interne, et ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire le sens qu'on a de savoir dans quelle position sont nos articulations. Même si vous avez les yeux fermés, vous savez si votre poignet est dans ce sens ou dans ce sens. Ça, c'est ce qu'on appelle la proprioception. Ensuite, il y a des centres qui vont traiter les informations pour déduire dans quelle position on est, si on est en train de tomber, pas de tomber, comment rétablir la situation. Et là aussi, il y a plusieurs niveaux. Il y a le cervelet qui est très important dans la coordination des mouvements, il y a le tronc cérébral et il y a le cortex cérébral. Et puis enfin, vous avez les structures qui vont agir directement. En général, ce sont des muscles qui vont permettre de corriger la situation. On est en train de tomber, ils vont rectifier. Les yeux sont en train de partir d'un côté, ils vont rectifier en ramenant les yeux de l'autre. Il y a d'ailleurs des liens très forts entre l'oreille interne et les mouvements des yeux. Et c'est pour ça que beaucoup d'examens de l'oreille interne, en fait, indirectement, analysent le mouvement des yeux, notamment ce qu'on appelle le nystagmus, parce que les deux systèmes sont très connectés. Donc nous, quand on parle d'équilibre, on se concentre beaucoup sur l'oreille interne, et vous voyez, c'est un des éléments d'une grande chaîne qui ont des interactions assez complexes. Alors souvent, dans l'audition et dans l'oreille interne, on parle évidemment de la cochlée, et juste derrière la cochlée, c'est en fait le même organe, vous avez une structure qui s'occupe de l'équilibre, qui est composée du vestibule, c'est la cavité principale, et puis de petits canaux, il y en a qui vont se comporter un peu comme des niveaux à bulles et permettre de détecter dans quelle position est la voix. Si on y regarde de plus près, vous avez ici un schéma de l'oreille interne qui a été ouverte un petit peu pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc en bleu, c'est la coque osseuse de l'oreille interne, ce qu'on représente habituellement. En blanc et en jaune, ce sont les liquides de l'oreille interne. Il y a deux liquides différents. Et puis, peut-être le plus important, en noir, ce sont les cellules, notamment les petites cellules ciliées, qui vont capter les mouvements. Alors, il y en a qu'on connaît bien, on en a parlé juste avant, ce sont les cellules ciliées qui sont dans la cochlée. Elles s'occupent de détecter les sons. Mais un peu de la même manière, vous avez derrière des cellules ciliées qui sont capables de détecter les mouvements et donc qui vont servir de capteurs de l'équilibre. Alors, il y en a qui vont capter les mouvements de rotation. Ce sont les cellules qui sont dans les canaux. Quand je tourne la tête, si je dis non de la tête, ça active ces cellules et le cerveau sait que ma tête est en train de tourner. Et puis, il y en a qui vont capter les mouvements horizontaux ou verticaux. Donc, typiquement, si vous êtes dans une voiture qui freine, cette sensation que vous avez de décélération, c'est grâce à ces capteurs-là. Si vous êtes dans un ascenseur, cette sensation d'élévation, c'est grâce à ces capteurs-là. Donc, on a 5 capteurs par oreille, 3 dans les canaux, et puis un capteur pour ce qui est horizontal, un capteur pour ce qui est vertical. Et donc, 2 oreilles, ça fait déjà 10 capteurs. Donc, c'est un système complexe. Et rien qu'au niveau de l'oreille interne, c'est assez complexe. Ce qu'on appelle vertige en ORL, c'est pas du tout ce qui est dans le langage courant. Quand on est en altitude, quand on est sur une échelle, on a un peu de verre de vide. En ORL, c'est pas tout ça. Les vertiges, c'est une sensation erronée de mouvement. Donc, le sujet a l'impression que son environnement se déplace ou qu'il se déplace en son environnement alors qu'il n'y a pas de mouvement réel. Et donc, une des causes de vertige, c'est quand il y a une anomie d'oreille interne. Ce n'est pas la seule, mais c'est plus une des causes. Il peut y avoir des signes très brutaux, très aigus, avec un grand vertige très intense. Et il peut y avoir, à l'inverse, des signes au long cours, qu'on appelle chroniques, qui ressemblent à « je suis instable en permanence, ça tangue, j'ai l'impression qu'on pousse vers l'avant, j'ai l'impression de tomber », ou une sensation un peu pseudo-ébrieuse, c'est-à-dire un peu comme si on avait bu. Quand on boit, c'est plutôt le cervelet qui fonctionne moins bien, mais quand c'est l'oreille interne, ça peut donner des sensations équivalentes. On ne marche pas bien droit. Comme le système est complexe et qu'il y a beaucoup d'intervenants, si un maillon de la chaîne ne fonctionne pas, il peut potentiellement être compensé par d'autres maillons de la chaîne. Et c'est ça tout l'intérêt, notamment de la rééducation. Donc, qu'est-ce qui va se passer si j'ai une anomalie du vestibule, donc de l'oreille interne? Je vais avoir 2 types de manifestations, ou une crise très brutale, et puis qui va passer, ou alors une instabilité qui va durer dans le temps, une instabilité chronique. Première chose, ça peut guérir. L'anomalie de départ dans l'oreille interne peut se rectifier, et donc le vertige va disparaître. Deuxième chose, et c'est très important aussi, ça peut ne pas guérir
C'est-à-dire que l'oreille interne ne fonctionne pas mieux, mais les autres éléments de la chaîne vont réussir à compenser le problème. Et notamment, par exemple, l'autre oreille, ou alors la vision, la proprioception. Le système va se débrouiller à fonctionner alors que l'un des capteurs ne marche pas très bien. Donc, ce n'est pas forcément le fait d'avoir une oreille interne qui ne marche pas qui va donner le vertige, mais c'est le fait d'avoir une oreille interne qui ne marche pas et les autres maillons qui n'arrivent pas à compenser cette oreille interne qui ne marche. Donc, s'il y a une compensation, c'est-à-dire si on arrive à faire avec et que le système retrouve un fonctionnement normal, on peut très bien avoir une oreille interne très déficitaire et pourtant aucune gêne de l'équilibre parce qu'on a réussi à compenser le problème. Et puis le cas qui nous pose problème, c'est qu'il y a le cas de figure où il n'y a pas de guérison du trouble initial et en plus une mauvaise compensation. Donc là, les signes vont perdurer et il y aura une persistance des nerfs. Donc le but principal pour les patients qui sont gênés, c'est de les faire passer de cette catégorie à cette catégorie, c'est-à-dire compenser leur trouble de l'équilibre. Alors quand on met un implant cochléaire, vous le savez sûrement, on le met dans la cochlée, mais c'est le même organe. Donc potentiellement, on peut perturber les systèmes de l'équilibre qui sont juste derrière, que ce soit le vestibule ou les canaux semi-circulaires. On a essayé d'année en année, on a amélioré au maximum la technique pour être le moins agressif possible sur l'oreille interne. Donc on met les électrodes à l'entrée de la cochlée, elles se glissent après dans la cochlée. Les fabricants proposent des électrodes de plus en plus fines, de plus en plus souples, qui sont le moins traumatiques possible. On a même des insertions possibles maintenant avec un bobo chirurgical qui va mettre l'électrode en place très très lentement. Malgré tout ça, ça reste un organe très fragile et la chirurgie reste une agression pour l'oreille, avec potentiellement des anomalies dans la partie en arrière, dans la partie de l'équilibre. Alors pour nous, c'est des situations complexes parce que les patients qui ont une surdité importante et à qui on pose un implant cochléaire, par définition, ils ont une anomalie de l'oreille interne. Non, ils n'auraient pas une surdité importante. Et cette anomalie ne concerne pas forcément que la partie optique. Donc on peut avoir des cas de figure, typiquement des surdités d'origine génétique, des maladies ménières, des osteochondroses, où la maladie présente avant même l'implantation cochléaire peut elle-même expliquer les vertiges et les troubles. Et nous, on va rajouter un facteur qui est le traumatisme chirurgical, la présence du porte-électrode qui peut aussi perturber le système de l'équilibre. Et on rajoute à ça le fait que les examens dont on dispose pour évaluer la fonction vestibulaire, déjà ne sont pas parfaits, parce qu'il y a beaucoup de capteurs qui fonctionnent dans des fréquences différentes, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans la manière dont on mesure l'équilibre, c'est beaucoup plus compliqué de mesurer l'émission. Et en plus, comme je vous l'ai dit, la mesure qu'on fait avec nos appareils ne témoigne pas forcément du ressenti du patient. Vous avez mesuré un patient avec un niveau de fonctionnement de son oreille interne très faible et qui n'a aucun vertige, et à l'inverse, un patient très gêné par les vertiges, dont finalement le fonctionnement de l'oreille interne, quand vous le mesurez, apparaît quasiment normal. Donc cette discordance, parfois, il est difficile à comprendre. Alors voilà des données que j'ai trouvées dans la littérature, une espèce de photographie, qu'est-ce qui se passe après l'implantation cochléaire sur le plan des vertiges. Alors déjà, première chose, il y a 20% des patients dans cette étude qui présentaient des troubles de l'équilibre en préopératoire. Ensuite, 46% qui ont eu des troubles de l'équilibre, alors qui peuvent être légers, modérés, pas forcément très sévères, mais juste après l'opération, ce qui paraît logique compte tenu du fait qu'on insère un corps étranger dans l'oreille interne. Et puis, 15% des patients qui présentent toujours des troubles de l'équilibre 6 mois après l'intervention. Là aussi, de degrés variables. Donc, si on regarde de manière comme ça, très brute et très basique, on peut se dire finalement, c'est mieux après qu'avant, parce qu'on a 20% des patients qui présentent des troubles de l'équilibre en préopératoire, alors qu'on n'a plus que 15% en post-opératoire. Donc, ces valeurs sont probablement vraies, mais le problème, c'est que ce n'est pas forcément les mêmes patients. Donc, vous avez des patients qui étaient gênés avant qui le seront moins après. À l'inverse, vous avez des patients qui n'avaient aucun trouble et les troubles vont apparaître après l'opération. Donc, ces pourcentages sont à prendre avec précaution parce que ce n'est pas forcément les mêmes patients dont on parle. Cet article a analysé un très grand nombre d'articles scientifiques, on appelle ça une méta-analyse. Donc, en l'occurrence, 2000 articles qui ont été analysés pour essayer d'avoir une vue d'ensemble de qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des vertiges dans le cadre de l'implantation cochléaire. Donc, il a analysé tous les articles qui parlaient de sujets adultes implantés cochléaires, de comparaison préopératoire, post-opératoire,
et il s'est attaché à rechercher les articles dans lesquels on avait mesuré la fonction vestibulaire par différents tests, ou alors donner des questionnaires aux patients. C'est deux manières d'aborder le problème. Nous, on fait des lectures, on demande aux patients est-ce que vous êtes plus gêné avant. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Quand on fait nos mesures, vous avez ici 4 tests différents. Tous les tests ne sont pas aussi pertinents dans la mesure. Notamment, vous voyez le premier qu'on appelle le HIT et le dernier, qui est un test beaucoup utilisé par les kinés, n'arrive pas vraiment à retrouver la mesurée de différence entre l'étape pré-opératoire et l'étape post-opératoire. A l'inverse, les deux tests du milieu en rouge, la vidéonystagmographie ou les potentiels évoquiolytiques, eux sont capables de mesurer que le fonctionnement de l'oreille interne sur le plan d'équilibre est moins bon après l'implantation KO. Donc là aussi, en fonction du test utilisé, on peut voir ou ne pas voir. En ce qui concerne les questionnaires, c'est très intéressant puisque c'est vraiment directement ce que ressent le patient. Un peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on fait une vue globale, on n'a pas vraiment d'effet parce que le problème, c'est que les patients qui sont améliorés compensent les patients qui sont aggravés après le traitement. Finalement, au total, les deux s'annulent en quelque sorte et on n'a pas d'effet global. 85% des patients n'ont pas de modification ressentie entre le questionnaire pré et le questionnaire post-opératoire. Et par contre, et ça c'est vraiment les choses qu'on essaie d'éviter au maximum, il y a 15% des patients qui notent l'apparition ou la dégradation de symptômes de vertige. Ce qu'on remarque à la fois dans les études et nous dans notre pratique, c'est que c'est d'autant plus vrai que les patients sont plus âgés, probablement parce que c'est plus difficile pour les autres maillons de compenser. C'est sûr qu'avec l'âge, tous les autres maillons sont moins performants, moins rapides, ils sont moins plastiques, ils sont moins capables de s'adapter à une modification du fonctionnement. La deuxième chose, on y est très vigilant, ça a été un peu abordé juste avant, c'est quand on met un deuxième implant. Le fait de mettre un deuxième implant cochléaire, potentiellement vous allez toucher à la fonction vestibulaire de la deuxième oreille et ça peut démasquer des troubles de l'équilibre qui jusqu'à présent étaient totalement invisibles parce qu'en fait il restait encore une oreille qui fonctionnait parfaitement bien sur le plan d'équilibre et en mettant l'implant vous perturbez un tout petit peu cette oreille et ça peut démasquer les troubles de l'équilibre qui étaient un peu sous-jacents. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer comme prise en charge? Les vertiges qui sont uniquement post-opératoires immédiats en général, on laisse déjà le temps au système de récupérer, on ne propose pas forcément de prise en charge très rapide. Il faut déjà laisser autant la nature faire les choses et le système se réadapter à la situation. Par contre, en cas de persistance de vertige, les deux principaux axes de traitement qu'on dit, c'est la kinésie vestibulaire, pour réapprendre au système à compenser. Le but du kiné, il va faire remarcher l'oreille interne qui ne marche pas. Il va aider le système à trouver des solutions pour contourner le problème et maintenir un équilibre correct sans utiliser les informations de l'oreille interne qui ne fonctionnent plus. La deuxième chose, c'est les traitements médicaux. Il y a plusieurs gammes de traitements qui peuvent aider et améliorer le fonctionnement vestibulaire ou la tolérance des vertiges. Les examens d'équilibre, ils aident notamment beaucoup pour le kiné, pour savoir exactement quel déficit on a mesuré, quel pourcentage de déficit, quel côté, pour adapter les exercices. Alors, un cas très particulier qui en fait est assez rare, dans certains cas, on peut suspecter qu'il y a une petite fuite de liquide autour de l'électrode. Le liquide de la cochlée peut fuir autour de l'électrode et provoquer des vertiges. En général, ça donne des vertiges qui se déclenchent dans des situations particulières, quand une force, quand on se mouche, par exemple, on envoie de l'air en elle. On peut proposer dans ce cas-là une chirurgie pour recolmater autour. Mais attention quand même, parce que c'est un diagnostic qui est difficile à poser. Et on n'est pas sûr le jour où on opère, c'est vraiment l'origine du problème. Donc ça pose la question de réopérer une oreille, souvent avec un implant cochléaire qui marche bien, prendre un risque chirurgical s'il est modéré, pour une hypothèse qui n'est pas sûre à 100%. Donc faire des sites un peu dans ces implications. En conclusion, les vertiges sont une pathologie complexe et déjà dans le cas général, et chez un patient porteur d'un implant cochléaire, ça amène des questions supplémentaires. Après implantation cochléaire, il y a souvent des vertiges très brefs au départ, mais ils sont rares sur le long terme. En général, après quelques mois, souvent avec un traitement par kinésithérapie vestibulaire, on arrive à compenser la majorité des cas et des gens qui sont arrivés. Et on privilégie les traitements non invasifs, c'est-à-dire sans reprise chirurgicale, qui est
rarement très efficaces, notamment la kinésithérapie et les traitements médicamenteux. Voilà, je vous remercie.